Bonjour. Lors de la séance précédente, on a vu, on a vu comment le lieu de la localisation de l'information génétique et on a vu comment se fait la transformation de l'information génétique lors de la mitose d'une cellule mère aux deux cellules filles. Maintenant, bien sûr, pour comprendre comment se fait la répartition de l'information génétique entre les deux cellules filles, à partir du matériel génétique de la cellule mère, il est impératif de voir la nature chimique et la composition de l'ADN. Donc, on va commencer par la composition chimique. Donc, bien sûr, pour savoir ou bien pour déterminer la composition chimique de l'ADN, on va procéder à l'hydrolyse totale de l'ADN, bien sûr, pour voir les constituants. Donc, ces constituants, on trouve un acide phosphorique H3PO4, puis un sucre qui est le désoxyribose. C'est un sucre à 5 atomes de carbone dont la formule chimique est C5H10O4 et une base azotée. Et on trouve 4 bases azotées. L'adenine, comme on le voit ici, la thymine, voilà, et la cytosine et la guanine. Donc on a 4 bases azotées, l'adenine, thymine, cytosine, guanine, qu'on désigne par A, T, C et G par abus de notation. Donc chaque molécule d'ADN est constituée par 4 nucléotides, comme on le voit ici. Donc ces éléments qu'on vient de voir se regroupent pour former ce qu'on appelle un nucléotide. Donc un nucléotide, c'est quoi? C'est une association entre une base azotée, un sucre, un pentose et un groupement phosphate. Et par la suite, on voit que les nucléotides ils diffèrent au niveau de la base azotée et donc on a 4 nucléotides différents. Donc le nucléotide est l'unité structurale de la molécule d'ADN. Donc comme on le voit ici, donc un nucléotide bien sûr, il est formé par un sucre sur lequel est lié un groupement phosphate et une base azotée. Donc ces nucléotides seront liés par le sucre, le désoxyribose avec le groupement phosphate. Ils jouent un rôle qui groupe ou bien de lier entre les différentes nucléotides. Donc les nucléotides peuvent se lier les uns aux autres par leur sucre désoxyribose et par le groupement phosphate et forment des filaments qu'on appelle un brin d'ADN. Donc là, on a un seul brin d'ADN qui est une succession ou bien une séquence de nucléotides différents. Donc la composition en base de l'ADN, donc selon Chargaff, on va essayer de voir la composition en base. Donc Chargaff, il a essayé de déterminer la composition en base de l'ADN chez différentes espèces. Donc il a travaillé chez l'homme et chez les germes de blé, levure et bactéries. Donc qu'est-ce qu'il a constaté Chargaff? Donc il a constaté que après avoir bien sûr déterminé le pourcentage des différentes bases azotées, que A sur T il est égal à G sur C est égal à 1 et A plus T sur T plus C est égal à 1. Donc on peut déduire de ça que A elle est égal à T et C est égal à G comme on vient de le montrer ici. Donc on ne peut expliquer ce donné-là que par le fait que l'adenine est liée à la thymine et la guanine et il est lié à la cytosine. Puisque A plus T plus C plus G est égal à 100% chez les différentes espèces, donc la composition en base de l'ADN chez les différentes espèces, elle est identique. On a constaté également qu'A plus T sur G plus C elle est différente de 1, mais reste constante chez une espèce, ce qui montre le rôle informationnel génétique de l'ADN. Donc ceci ne peut s'expliquer que CA se lie toujours à T et C à G, et par conséquent, l'ADN est formé par 2 brins complémentaires, donc c'est une molécule bicatinaire, c'est-à-dire qui est formée par 2 brins d'ADN. Donc là, on a la représentation schématique de la structure de l'ADN. Comme on le voit ici, on a 2 chaînes de nucléotides, ou bien de séquences de nucléotides, 2 chaînes qui sont unies l'une à l'autre par des liaisons hydrogènes. Donc C et G sont liés par 3 liaisons hydrogènes. Par contre, le T et A sont liés par 2 liaisons hydrogènes. Donc les 2 chaînes de nucléotides peuvent s'unir l'une à l'autre si leurs bases sont complémentaires. A elle est complémentaire à T et C elle est en face de G. Donc là on a une représentation schématique bien sûr des liaisons entre A et T et C et G. Donc là on voit ici nettement
3 liaisons hydrogènes. Ici, on a 2 liaisons hydrogènes. Donc, bien sûr, pour déterminer la structure de l'ADN, on ne va pas se limiter uniquement au pourcentage ou bien la détermination de pourcentage en base de l'ADN, mais on a travaillé également par des techniques physiques, à savoir la diffraction au rayon X. Donc, on a exposé l'ADN au rayon X et on a obtenu une photographie comme on le voit ici. Donc, l'image, ou bien la photo qu'on a obtenue avec une croix au centre, montre que l'ADN est une molécule qui est bicaténaire, qui est en forme d'hélice, et par la suite, l'ADN est une molécule bicaténaire hélicoïdale. Donc là, on a un schéma qui représente bien sûr la relation entre les différents éléments formant l'ADN. Voilà, on a ici une chaîne de nucléotides. Là, l'autre chaîne de nucléotides qui est, ou bien la séquence nucléotidique qui est complémentaire à la première. On voit ici une orientation. Hein? Donc là, on a une orientation 3', 5'. Ce brin-là, il est formé, ou bien il est orienté 5', 3'. Donc on voit que les deux brins sont antiparallèles. Donc la composition de chaque brin, donc il est formé par la succession de différents nucléotides qui sont, bien sûr, les nucléotides qui sont formés essentiellement par des bases qui sont liées par le sucre et le groupement phosphate. Donc l'ADN est une molécule qui est bicaténaire, c'est-à-dire constituée de 2 chaînes de nucléotides complémentaires, antiparallèles et en forme d'une double hélice. Donc en bilan, on va dire que le rôle informationnel de l'ADN est lié à la séquence de 4 nucléotides qui le constituent. Le sucre et le phosphate, ils ont un rôle structural ou bien un rôle de squelette. La structure en double hélice double l'information génétique. Chaque brin, par la nature des bases azotées qu'il porte, étant complémentaire à l'autre. Maintenant, on va essayer de voir la relation entre chromosomes, chromatine et l'ADN. Donc, à chaque fois, on parle de chromosomes. Dans d'autres cas, on parle de chromatine et de l'ADN. Donc, on va essayer de voir quelle relation existe entre chromosomes, chromatine et l'ADN. Donc, avant, on va commencer par l'étude de la structure des chromosomes. C'est pour cela qu'on va réaliser ce qu'on appelle le karyotype. Donc là, on a les différentes étapes de réalisation d'un karyotype. Donc on va prélever des cellules, par exemple les cellules sanguines, bien sûr les cellules doivent être nucléées. Hein. Donc après prélèvement de cellules, on va essayer de faire arrêter la division, ou bien les divisions par l'ajout de colchicine. Donc la colchicine, c'est une substance qui arrête le processus de la division ou bien de la mitose. Prélèvement d'un échantillon, bien sûr, on va bien sûr mettre les cellules dans un milieu hypotonique pour bien sûr éclater les cellules et libérer le matériel nucléaire. Hein, et après, on va passer au montage de la préparation. Et on voit ici, au niveau de la préparation, la présence de filaments nucléaires qui sont en forme de bâtonnets, hein, qui forment ce qu'on appelle les chromosomes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va bien sûr classer. En se basant sur un ensemble de critères, on va classer ces chromosomes. Hein, et on voit ici, ou bien ce qui va nous former ce qu'on appelle un karyotype. Donc le karyotype, ce sont les chromosomes qui sont classés. Donc le karyotype humain, il est réalisé à partir de toutes cellules capables de se diviser en culture. Donc la technique consiste en un blocage des divisions en métaphase par la colchicine. Donc on va voir ce qu'on appelle les chromosomes, on va pouvoir voir les chromosomes métaphasiques qui sont le plus apparents. Donc on va les mettre, ou bien on va les mettre dans un milieu qui est hypotonique pour réaliser ce qu'on appelle un choc hypotonique, hein, ce qui va entraîner l'éclatement des cellules, la libération des chromosomes métaphasiques qui seront dispersés et vont s'étaler. Et puis on va procéder à la coloration des chromosomes. Et ensuite, on va photographier au microscope les chromosomes de la cellule. Et enfin, on va découper les chromosomes et les classer selon bien sûr la taille et la forme et la coloration. Donc, notion de karyotype et formule chromosomique. Là, on a un karyotype d'un homme normal et un karyotype d'une femme normale. Donc, l'analyse du karyotype de l'homme ou bien de l'être humain montre la présence de 46 chromosomes qui sont organisés en paires, donc l'homme et les diploïdes.
Donc, on a 22 paires, comme on le voit ici. Donc, on a la première paire, deuxième, troisième, etc. Donc, 22 paires, elles sont semblables chez l'homme et chez la femme. Elles sont appelées des autosomes. Par contre, on voit ici la paire 23, une différence au niveau de la paire 23. Donc, la paire 23 forme ce qu'on appelle les chromosomes sexuels. Elle est différenciée chez l'homme. Hein, on voit ici la présence de deux chromosomes qui diffèrent par la taille. Un chromosome de grande taille qu'on nomme chromosome X et un de petite taille qu'on appelle Y. Et chez la femme, les chromosomes XY sont semblables, sont identiques. Donc ce sont ces sept paires qui différencient le sexe entre le sexe mâle et le sexe femelle. Et on les appelle, ces sept paires, on l'appelle les gonosomes. Maintenant, on va passer à la formule chromosomique. Donc, chez le mâle, on a 2N est égal à 46, il est égal à 22AA plus XY. Chez la femme, 2N est égal à 46 également, 22AA, c'est-à-dire des autosomes, et XX, c'est la paire des chromosomes sexuels. A signifie autosome, c'est-à-dire les chromosomes qui sont homologues, qui sont semblables chez l'homme et la femme. XY, ce sont les chromosomes sexuels ou bien des gonosomes. Maintenant, on va passer à la composition chimique des chromosomes, bien sûr, pour voir la relation entre les chromosomes et l'ADN. Donc, on va traiter les chromosomes par un traitement enzymatique. Donc, ce traitement enzymatique va étaler les chromosomes métaphasiques et va déterminer la composition chimique. Donc là, on a un chromosome métaphasique. Là, on voit le squelette, si vous voulez, ou bien la matrice, ou bien le squelette, un fantôme du chromosome. Hein. Et là, si on va agrandir cette partie-là, on voit des filaments. Hein. L'étude chimique montre que ces filaments forment ce qu'on appelle l'ADN. Donc, un chromosome est formé par l'ADN, comme on le voit ici, et des protéines qu'on a, des protéines histones, hein, des protéines histones et des protéines non histones. Donc maintenant, de la chromatine au chromosome. Donc on va passer de la chromatine au chromosome. Donc on voit ici l'ADN qui est en double hélice, donc une double chaîne en hélice, voilà, double hélice d'ADN. Elle a un diamètre de 2 nanomètres, donc on voit ici les bases azotées. Donc on va assister à un enroulement de l'ADN autour des protéines histones et forme ce qu'on appelle des nucléosomes. Après, on va assister à une spiralisation de la matière nucléaire hein, jusqu'à la condensation de ces filaments et la formation de chromosomes. Hein, là, on voit deux chromatides qui forment le chromosome qui sont liés par le centrosome. Donc, l'ADN s'enroule par endroits serrés des histones pour former des nucléosomes. C'est le filament nucléaire. Le filament nucléaire s'enroule plusieurs fois et se condense en chromosome lors de la prophase. Donc l'ADN est le support moléculaire, si vous voulez, de l'information génétique et le constituant principal des chromosomes. Donc maintenant, on va passer à la réplication de l'ADN. Donc pour voir bien sûr comment ça se fait la réplication de l'ADN, on va suivre le taux de l'ADN au cours du cycle cellulaire. Donc là, on a un graphique qui nous donne l'évolution de la quantité d'ADN au cours du temps. Donc on voit que la quantité d'ADN au départ, elle est constante à une quantité Q. Après un certain temps, on voit que cette quantité augmente, il double, il devient 2Q, elle reste constante, puis il diminue hein, pour revenir à la quantité Q. Donc à partir de ce graphique, on peut aussi diviser la vie cellulaire, si vous voulez, en plusieurs phases. Donc l'interphase, c'est la phase qui précède la mitose. Donc on a deux phases, l'interphase et la mitose, qui forment ce qu'on appelle un cycle cellulaire. L'interphase, elle est divisée en trois phases. La phase G1 et puis la phase S. La phase S, c'est la phase où on assiste à un dédoublement de la quantité d'ADN, c'est-à-dire le passage de Q à 2Q. Voilà. Et la phase G2, où la quantité d'ADN elle est constante, mais elle est égale à 2Q. Après, on a la mitose. Donc, on voit la mitose, elle est composée de 4 phases. Donc, on a prophase, métaphase, et puis la phase où on a retour de 2Q à Q, c'est l'anaphase. Et enfin, on a la télophase. Donc, maintenant, on va passer à l'observation microscopique de la chromatine pendant la phase
S. Donc pendant la phase S, donc on voit que la chromatine, à certains niveaux, on assiste à une bifurcation qui nous renseigne sur si vous voulez, sur la réplication, bien la duplication, bien le dédoublement du filament d'ADN. Donc, ce qui justifie bien que la réplication, bien le dédoublement de l'ADN se fait pendant la phase S. Donc là, on a un brin nouveau, là, un brin originel en cours de se répliquer. La partie où on assiste à un début de la réplication forme ce qu'on appelle la fourche de réplication. Donc maintenant, comment se fait la réplication de l'ADN? Donc on a plusieurs modèles. Donc le premier modèle, c'est le modèle conservatif. Donc le modèle conservatif, là on a une molécule d'ADN originelle qui va rester intacte et on va assister à la formation d'une nouvelle molécule d'ADN. Le deuxième modèle est le modèle semi-conservatif. Pourquoi semi-conservatif? Parce qu'on conserve la moitié de la molécule originelle, comme on le voit ici en rouge. Donc là, on a une molécule, la moitié de la molécule originelle, ou bien parentale, et on a une synthèse d'un nouveau brin d'ADN. Et enfin, on a le modèle dispersif, comme on le voit ici. Donc, on a des fragments d'anciens ADN et des fragments qui sont nouveaux, donc il se fait d'une façon aléatoire. Donc, on va essayer de déterminer lequel de ces deux modèles est juste. Hein. Donc, on va commencer par les expériences de Mendelssohn et Stahl. Donc, Mendelssohn et Stahl, ils ont travaillé sur des bactéries qu'on a essayé de cultiver sur des milieux de culture avec de l'azote 14 et de l'azote 15. Pourquoi on a travaillé sur l'azote? Parce que l'azote, il entre dans la formation des bases azotées qui forment l'ADN. Et pourquoi l'azote 14 et l'azote 15? Parce que l'azote 15, il est lourd, par contre l'azote 14, il est léger. Donc dans le tube 1, on a mis de l'ADN des bactéries qui sont cultivées depuis de nombreuses générations sur un milieu de culture, ou bien sur un milieu de culture contenant de l'azote 15. Donc logiquement, l'ADN, lorsqu'on va se mettre dans un milieu, donc sa sédimentation va se faire, donc, ou bien le lieu de sédimentation, ça va se faire en bas, tout simplement parce que c'est un ADN qui est lourd, parce qu'il est formé par l'azote 15. Dans le tube 2, l'ADN de bactéries cultivées depuis de nombreuses générations sur un milieu 14. Donc, on voit nettement que les bactéries qui étaient cultivées dans un milieu contenant de l'azote 14, ils ont un ADN qui est dense, donc il est en bas. Par contre, les bactéries qui ont été cultivées dans un milieu de culture contenant de l'azote 14, donc elles ont un ADN qui est léger. Donc les tubes 3, elles contiennent l'ADN des bactéries de la culture, ou bien qui ont été cultivées sur un milieu de culture avec l'azote 15. Une génération après, leur transfert sur un milieu contenant de l'azote 14. Donc on a un ADN qui est avec une densité qui est intermédiaire. Voilà. Donc au niveau du tube 4, l'ADN des bactéries de la culture sur le milieu 15, 2 générations après leur transfert sur le milieu présentant l'azote 14. Donc on va essayer d'expliquer ces résultats bien sûr pour aboutir au modèle qui permet la réplication de l'ADN. Donc maintenant, on va essayer d'interpréter ces résultats. Donc on a des bactéries qui ont été, ou bien l'ADN de la bactérie qui a été cultivée dans un milieu contenant de l'azote 15. Donc les deux brins seront représentés avec la couleur bleue. Donc on va transférer ces bactéries dans un milieu contenant de l'azote 14. Donc logiquement, la nouvelle molécule d'ADN, va être synthétisée ou bien avec de l'azote 15. Donc, selon le modèle conservatif, donc on va voir deux molécules, une avec l'azote 15 et l'autre avec l'azote 15. Selon le modèle semi-conservatif, donc on va voir un seul type d'ADN avec un brin lourd et un brin léger. Selon le modèle dispersif, bien sûr, on va voir des morceaux d'ADN qui seront des fragments d'une façon aléatoire. Donc, au niveau de la première génération, donc au niveau de la génération suivante, donc on va mettre toujours ou bien en mettant bien sûr après bien sûr la centrifugation, on voit que selon le modèle conservatif, on a deux populations, ou bien deux
on a deux types d'ADN. ADN qui est léger, un ADN qui est une population d'ADN qui est lourde. Selon le modèle semi-conservatif, on va voir une seule population d'ADN qui est intermédiaire. Et selon le modèle dispersif, on a également une seule population d'ADN avec bien sûr, avec une densité qui est intermédiaire. Donc de là, si on compare avec ce qu'on avait au départ, donc lors de la génération suivante, on a obtenu un ADN intermédiaire. Donc là, le principe ou bien le modèle conservatif, il est éliminé parce que dans la génération suivante, on a obtenu uniquement un ADN, un seul type d'ADN qui a une densité qui est intermédiaire. Donc il nous reste le modèle semi-conservatif et dispersif. Donc on va essayer de voir lors de la deuxième génération. Lors de la deuxième génération, on va avoir deux types d'ADN. Au niveau du modèle semi-conservatif, une population d'ADN ou bien un type d'ADN intermédiaire et un ADN qui est léger. Voilà, 50%, 50%. Par contre, on va voir un ADN, si la réplication se fait selon le modèle dispersif, en entier avec une densité qui est légère. Donc, ce qui est faux. Donc, le modèle qui est juste, c'est le modèle semi-conservatif. Donc, au cours de la génération suivante, bien sûr, on va toujours avoir 100% d'ADN léger, si le modèle se fait, ou bien si la réplication se fait sur le modèle dispersif. Par contre, on va avoir deux types d'ADN qui diffèrent au niveau de leur densité. 25% avec une densité légère et 75% avec une densité qui est intermédiaire. Donc 25% avec une densité intermédiaire et 75% avec une densité qui est légère. Donc maintenant, on va essayer de voir ou bien travailler sur l'expérience de Taylor. Donc Taylor, elle a travaillé sur la thymidine tricier à nucléotide T dont les hydrogènes sont remplacés par les isotopes radioactifs 3H, qui est le tritium. Et l'autoradiographie, c'est l'image produite directement sur un film photographique par le rayonnement d'une substance radioactive. Donc on a une substance, donc une plante qui est cultivée dans un milieu contenant de la thymine radioactive. Donc, ils sont laissés un temps nécessaire pour l'incorporation de la thymine dans l'ADN des chromosomes qui devient radioactif. Donc là, ces plantes sont transférées dans un milieu ne contenant pas des éléments radioactifs. L'évolution de la radioactivité des chromosomes est suivie au cours des mitoses M1, M2 et M3. Donc après, on va faire un prélèvement P1, P2 et on va passer à l'autoradiographie, bien sûr, pour suivre la radioactivité. On détecte la radioactivité au niveau des cellules racinaires. Les cellules racinaires bloquées en métaphase par autoradiographie. Donc là, c'est le schéma global. Donc on voit ici l'évolution de matériel génétique qui va se répliquer selon le modèle semi-conservatif. Donc la séparation des deux brins anciens et formation d'un nouveau brin qui va incorporer la thymine radioactive. Donc les deux molécules d'ADN synthétisées vont former un chromosome qui va apparaître radioactif. Donc lors du cycle suivant, séparation des deux chromatides. Chaque chromatide contient un brin radioactif, l'autre qui est froid si vous voulez. Donc la réplication va se faire dans un milieu contenant de la thymine froide, c'est-à-dire non radioactif. Donc les deux brins vont se séparer, chaque brin va former un nouveau brin en se basant ou bien en utilisant la thymine non radioactive. Donc comme ça, on va voir une molécule d'ADN avec un brin radioactif et un brin non radioactif. L'autre, elle est formée par les deux brins non radioactifs. Donc cette molécule d'ADN va faire apparaître ce chromatide radioactif, l'autre non radioactif. Et comme ça, on va avoir des chromosomes à moitié radioactifs. Donc en conclusion, la réplication de l'ADN se fait selon le modèle semi-conservatif. Le mécanisme de la duplication d'une molécule d'ADN. Donc on va voir le mécanisme. Donc on a une molécule d'ADN. Voilà, on a le brin matrice.
Et voilà, la réplication va se faire par la séparation des deux brins et incorporation des nucléotides, hein, avec, bien sûr, en se basant sur la matrice, le brin matrice, qui va dicter les nucléotides qu'on va intégrer pour former le nuo-brin. Donc, et comme ça, on va voir deux molécules qui sont identiques, donc, bien sûr, avec le respect de la complémentarité des bases. Donc là, on a une molécule d'ADN en train de se répliquer. Donc, on voit ici, on a un brin qui, la réplication après l'ouverture des deux brins. Donc, on a un brin qui se fait, la réplication se fait d'une façon continue, l'autre se fait d'une façon discontinue. Ces fragments forment ce qu'on appelle les fragments d'Okazaki, qui seront reliés par une enzyme qu'on appelle ligase. Donc, le mécanisme de la réplication d'ADN, la biosynthèse d'ADN, la réplication d'ADN est un processus qui se déroule dans le noyau au cours de la phase S de l'interphase et qui nécessite de l'énergie, l'ATP, des nucléotides libres disponibles dans le noyau de la cellule, des protéines et des enzymes. L'ADN topoisomérase, enzyme qui se fixe à l'extrémité de l'œil de réplication, commence à dérouler l'hélice, double hélice. L'hélicase, c'est une enzyme qui entraîne la rupture des liaisons. La protéine dite SSB, donc se fixe sur le brin de matrice et évite la formation ou bien évite la reformation de la double hélice. L'ADN primase, c'est l'enzyme qui catalyse l'insertion des portions d'ADN dites amorces d'ADN et sont nécessaires pour le fonctionnement de l'ADN polymérase. Et enfin, l'ADN polymérase qui assure la construction et l'élongation d'un nouveau brin complémentaire au brin parental en utilisant bien sûr des nucléotides libres plutôt du milieu en respectant le principe de la complémentarité. Donc le mécanisme de la réplication, donc on finit avec les gaz qui est une enzyme qui relie les fragments de Okazaki. Et fin de la séance 2 et merci pour votre attention.